Salut, tellement content de vous retrouver pour cette toute nouvelle saison de Pour votre information. Si vous nous choisissez à Laval, vous savez de quoi il s'agit. Maintenant, on est également dans le Grand Montréal, alors je vous quand même repositionne les valeurs de cette émission. On donne finalement une voix à tout projet citoyen, le monde communautaire, des affaires, nos artistes également, nos élus municipaux. Alors on veut faire briller, on veut jaser également de sujets qui vous interpellent sur le plan de la société citoyen. Alors, ce sera un de nos mandats, encore une fois, cette année pour le début de cette première de Pour votre information. J'espère que vous allez bien. Vous allez comprendre également le noyau de cette émission avec nos invités. Mario Cyr, entre autres cinéaste, viendra nous parler de la nouvelle saison des Grands Explorateurs. Caroline Arsenault, qui, elle, est orientaire. Sarah Maud viendra nous parler de photo. Jean-Marie Lapointe, qui démarre un tout nouveau balado. Et il y a aussi Jean-Paul Raphaël, qui vient tout juste de revenir il y a quelques semaines des Jeux paralympiques, là où il était thérapeute sportif. David Tremblay et Ariane Laniel seront avec nous pour une entrevue et une performance pour ces jeunes auteurs, compositeurs, interprètes à découvrir. Il y aura également Sophia Yanantuano, qui est courtière immobilière, qui sera là pour parler du monde de l'immobilier. Nicolas Vincent Poirier, notre référence cinéma. Et tout d'abord, avec Isabelle Dominique Cros, elle est experte fitness. On va se questionner à savoir, est-ce que l'intelligence artificielle et l'entraînement font bon alliage? Bonne émission. Évidemment, de plus en plus dans nos vies, l'intelligence artificielle est dans toutes les sphères ou presque, autant dans notre vie professionnelle que personnelle. Qu'en est-il quand il est question d'entraînement, de remise en forme, peut-être avec même, bon, la rentrée, ça fait que quelques semaines, on veut peut-être se mettre en forme, reprendre nos bonnes habitudes aussi. C'est notre experte fitness et elle va répondre quand même à quelques-unes de vos questions. Isabelle Dominique Cros, salut! Comment ça va? Ça va bien, je suis vraiment content de te retrouver. Tu as l'air en pleine forme. L'été semble avoir été quand même pour toi... Oui. De bon augure, finalement? L'été, mais je pense que le secret, c'est toujours de faire ce qu'on aime. Tu sais, on entend ça, c'est un cliché, mais je pense que quand on aime ce qu'on fait, quand on fait les choses avec passion, ben ça va bien. Donc, ça va bien dans ce sens-là parce que je choisis bien les projets. Oui, Puis merci d'être de retour dans cette émission pour votre information. Tu t'es questionné sur peut-être l'importance, la pertinence de l'intelligence artificielle pour s'entraîner. Justement, si on l'aborde de plein fouet, de plein front, pourquoi on doit choisir, par exemple, quels sont les bons côtés et les moins bons côtés de l'intelligence artificielle quand il est question d'entraînement? Bien, moi, j'ai envie de proposer ça comme un support, comme une aide, comme parfois un petit coup de pouce, tu sais, pour... Des fois, les gens se disent, OK, mais là, j'ai 30 minutes, je pourrais faire tel truc, puis ils sont comme, ben je sais pas. Ou au gym, tu es dans un espace, tu dis, ben là, je pourrais faire, puis là, on sait pas, parce que c'est étourdissant, c'est compliqué des fois, on sait pas qu'est-ce qu'on veut. Je trouve que l'IA, ChatGPT en particulier, j'ai eu envie de jouer avec un peu comme pour voir qu'est-ce qui ressort. Est-ce que c'est valable comme information? Puis, puisque ça existe, aussi bien l'utiliser comme on a pu découvrir Google il y a longtemps maintenant. Donc, un outil de plus, puis on le sait, tu le sais, on aime ça, le mouvement, l'entraînement, mais ce qui est difficile, c'est la motivation. Fait que je me suis dit, ben pourquoi pas aller dans quelque chose qui est là, à la portée de la main, un truc gratuit. En fait, c'est un échange d'informations. Tu donnes tes informations, tu as la chance... C'est l'humain qui le nourrit pareil, là, tu sais. L'humain le nourrit, puis le bémol, c'est que ChatGPT, c'est pas un humain, c'est pas un spécialiste, il y a pas d'émotion, mais si on rentre, femme, je veux un entraînement modéré, je veux un entraînement... Tu sais, il faut être très, très clair dans les directives qu'on donne, et l'information sort, il y a de la diversité, on peut demander de le mettre en tableau. Je veux un entraînement corps complet sans équipement, je veux un entraînement avec poids, je veux un entraînement express, tu sais, je veux du 20 minutes. Il propose même des fois un échauffement, des étirements, il donne un peu plus d'informations et c'est une question de bien diriger la conversation. Et je trouve que c'est intéressant parce que des fois, tu te dis, ben, je peux pas me payer un entraîneur. OK.
pas de problème. Puis je dis pas que c'est remplacer vos entraîneurs, remplacer vos spécialistes par ChatGPT. Au même titre que ChatGPT, ça peut devenir du plagiat à l'école, mais il y a tellement du bon dans tout ce qu'on entend. On démonise beaucoup l'intelligence artificielle. On a peur. On a très peur. Aussi bien en faire un allié parce que de toute façon, l'être humain n'aura pas le choix dans toutes les sphères de sa vie ou presque de devoir faire avec. Là. Bien, je pense que c'est un outil comme un autre. Puis, plutôt que d'y aller avec la résistance, se dire, pourquoi pas l'utiliser à mon avantage? Mais j'ai une question qui vient de me poindre à l'esprit parce que là, tu parlais notamment, on peut indiquer selon nos critères, par exemple, homme, femme, peu importe ce qu'on veut faire. Mais quand il est question, par contre, d'entraînement un petit peu plus poussé, tu sais, comme moi, par exemple, je fais des marathons, demi-marathons, je vais parler pour moi, j'ai quand même un kinésiologue qui me suit, qui me bâtit un programme sur 8 semaines. Et donc, j'ai la musculation, j'ai la course, j'ai les intervalles, j'ai les précisions, variations de volume, de kilomètres également, qui est vraiment sur le programme. Est-ce que quand on tombe plus dans la spécialisation, c'est pas là aussi peut-être le frein avec l'intelligence artificielle qui n'est pas rendu encore à point? Bien, très bonne question. Moi, je suis allée dans les demandes en lien à une personne pas blessée. Générale. Donc, une personne avec tu sais, c'était comme femme, occupée, peu ou pas d'équipement, qui veut rentrer ça dans des entraînements express. Donc, je suis allée très, très précis par rapport à ça. Mon impression, c'est que les informations seraient là, pas aussi pointilleuses que quand tu parles à ton entraîneur, mais ChatGPT retombe, tu sais, dans tout ce qu'il y a comme contenu qui existe déjà. Donc, s'il y a une nouvelle science, une nouvelle recherche, quelque chose qui est contre-indiqué, on ne l'aura pas tout de suite, l'information. Elle n'est pas si juste, si actuelle que ça. Tu comprends ce que je veux dire? Faire la part des choses. Nuancé, puis je pense qu'il n'y a rien comme l'essayer. Il faudrait qu'on joue un peu avec. Et en parlant de comparaison, rien comme comparer deux IA. Deux autres plateformes d'intelligence artificielle. Oui, c'est 2-3. Fait que faire ses recherches, faire ses devoirs, mais je t'invite peut-être à faire l'exercice parce que plus c'est niché, je pense qu'il y a des informations. Maintenant, est-ce que ça va être précis par rapport à ce que tu as besoin? Nuancé peut-être, ça reste à découvrir. On verra pour la suite, mais chose certaine, 2 temps, 3 mouvements, alternative. Et c'est l'intelligence humaine. L'intelligence humaine de Isabelle Delmicro. Oui. Merci à toi. Merci. Les Grands Explorateurs, cette toute nouvelle saison qui démarre cet automne, nous fait encore voyager et ce sera l'occasion pour vous de rencontrer, avec l'aide de cette projection et conférence aussi par la suite, soit Mario Cyr, qui est caméraman et aussi conférencier derrière l'Odyssée sous les classes. Il est notre invité. Bonjour. Bonjour, Nick. Merci de vous être déplacé parce que je dois vous dire, c'est fascinant. Vous n'en êtes pas à votre premier voyage en Arctique, par exemple. 45 voyages, je pense, en tant que caméraman sous-marin. Exactement. Oui, 45 voyages. Donc, j'ai débuté mon premier voyage en 1991 et je suis allé cet été au mois d'août pour mon 45e voyage. Pourquoi ce sujet-là vous fascine? Pourquoi c'est devenu presque l'œuvre d'une vie, là? C'est vraiment ça. C'est au fur et à mesure que je suis allé dans l'Arctique. Premièrement, ça change de façon incroyable. Depuis, tu sais, on peut dire, là, mettons qu'avant 1995, il faisait extrêmement froid. L'Arctique vivait à peu près sur la même, je dirais, température depuis des milliers d'années. Puis à partir de 1995, on a ressenti les changements climatiques. Donc, il fait plus chaud, ce qui veut dire que la glace fond de plus en plus. Et là, on a commencé à avoir des bouleversements jusqu'à aujourd'hui, là. Les gens voient depuis le début de notre conversation les images à l'écran qui sont magnifiques de votre film. Merci. Mais qu'est-ce que vous voulez raconter concrètement lors de ce visionnement du 13 octobre prochain à Saint-André-Mathieu? Pour moi, c'était vraiment important de démontrer l'importance de la glace. Bon, tu sais, pour la plupart des gens, la glace, c'est éphémère, ça arrive, ça part. Mais sous les glaces de l'Arctique, il y a une vie incroyable. Et même certains scientifiques nous disent que c'est probablement un des endroits dans le monde qui a le plus de biodiversité. Si on regarde juste ce qu'on appelle le phytoplancton, donc des algues, il y en a plus de 1800 espèces différentes et plus de 100 espèces de zooplancton. Donc, ça, c'est la base de la chaîne alimentaire. Ensuite, ça attire des petits poissons, ça attire des phoques, ça attire des morses. Donc, toute la chaîne alimentaire se trouve à partir de cette glace-là. Et d'ailleurs, parce qu'on a parlé un petit peu de logique de réchauffement climatique, on ne peut plus le nier, c'est omniprésent par plusieurs manifestations. Vous avez vu
l'évolution à travers vos 45 voyages de ce réchauffement climatique qui s'opère actuellement. Quelle est peut-être, pour l'illustrer aux gens qui sont à l'écoute, des façons, des choses que vous avez observées avec le temps qui sont tellement faciles pour vous, concrets là, pour les gens à l'écoute? Bien, tu sais, en 1991, justement, c'était, on va appeler ça l'Arctique tout à fait normal. Puis, maintenant qu'on prend les ours polaires, qui est quand même l'animal emblématique, ouais, c'est ça, des changements climatiques. Donc, un ours polaire, ça doit manger entre 45 à 50 phoques par année. Donc, presque un par semaine. Et tout ça, ça allait super bien jusqu'en 95. Jamais qu'on s'est demandé avant si les ours polaires avaient de la difficulté, ça allait bien. Pour eux, aujourd'hui, on les retrouve beaucoup plus décédés, on les retrouve chétifs, juste la peau et les os. Désorientés parfois. Parce que, ouais, mais c'est qu'ils ne mangent pas assez. Donc, ils ne mangent plus la même quantité, puis il y a autant de phoques qu'il y en avait auparavant, mais ils ont besoin de cette banquise-là. Ils n'attrapent pas les phoques dans l'eau, mais sur la banquise, et la banquise diminue, ça veut dire que sa superficie diminue d'année en année, mais l'épaisseur aussi, ce qui leur donne beaucoup plus de difficultés. Si on prend les ours polaires les plus près de nous, ceux qui sont dans le nord de la baie du Tsan, mais aujourd'hui, il y a 82 % de moins de glace qu'il y en avait dans les années 90. On ne parle pas de 15, de 20, là. Non. Donc, et ça oblige systématiquement les ours polaires à passer 2 mois de plus sur la terre ferme. Et sur la terre ferme, ils ne sont pas capables d'attraper, bien sûr, leur nourriture. C'est ça, puis bon, évidemment, pour eux, c'est un autre habitat, évidemment. Complètement. Donc, c'est complètement de se réhabituer dans un autre. Puis bon, c'est pas nécessairement non plus comme l'être humain, j'imagine. Donc, pas les mêmes capacités, des facilités d'adaptation. Parce que les ours polaires, c'est des descendants des grizzlies. Hein? Avant, c'était des grizzlies. Il n'y en avait pas d'ours polaires. Donc, ils ont pris des milliers d'années à s'adapter. Et là, il faut qu'ils s'adaptent à nouveau, mais sur des dizaines d'années. Donc, c'est pour ça qu'il y a des espèces que ça va quand même bien aller, mais il y en a d'autres qui ne réussiront pas à s'adapter. Oui, et bon, je veux savoir, parce que vous, on voit les images, lorsque vous allez sous l'eau, c'est peut-être plus technique un petit peu, il nous reste 2 minutes, mais vous devez avoir des caméras spéciales, vous devez aller dans des températures aussi qui sont assez froides aussi. Oui, mais c'est certain qu'on se retrouve dans une eau à peu près à moins 1 degré, OK, parce que ce que les gens, des fois, ont de la difficulté à comprendre, on peut faire moins 40, mais l'eau salée ne peut pas devenir plus froide que moins 1,8. Okay. Ça, donc, au moins, on se maintient dans cette température-là. Bien, les équipements aujourd'hui sont beaucoup plus sophistiqués que dans les années 90. Donc, aujourd'hui, l'avenue de la laine Mérinos, on prend vraiment aussi, ça c'est pour notre confort, mais si on prend pour les caméras, les batteries aujourd'hui sont complètement différentes. Avant, on en avait pour 25-30 minutes. Aujourd'hui, on peut rester 1 heure, 1 heure et demie. Donc, tous les équipements ont évolué et c'est plus facile à travailler. Par contre, il y a une difficulté majeure, c'est qu'avant 2000, on allait à un endroit donné, à une date donnée pour filmer les animaux. Et les animaux étaient là. Et aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Ouais. Ça ne marche plus. Il nous reste environ 60 secondes, mais je veux faire encore plus rêver les gens pour être là le 13 octobre prochain. Votre plus beau, peut-être, votre plus belle observation qu'il y a dans ce film, l'Odyssée sous les glaces, qu'à chaque fois vous le voyez, puis vous voyez aussi les réactions des gens qui visionnent le documentaire. Quelle est pour vous la plus belle observation? Il y en a plus. Je dirais que les baleines boréales de l'Arctique, de me retrouver à 2 mètres, des baleines de 70 tonnes, là, des filmées sous l'eau, ça c'est certain que c'était extraordinaire. Comment aussi on a réussi à aller chercher des images d'ours polaires dans l'eau, parce qu'au début, on ne connaissait pas comment ça fonctionnait. Et à force de travailler avec des scientifiques et voir un peu la physionomie, comment l'ours polaire réagit, on sait aujourd'hui qu'il n'est pas capable de descendre profondément, puis nous, c'est notre point de sortie. Ça veut dire que quand il y a un ours qui s'en vient vers moi, mais moi, je descends vers le fond à toute vitesse. Mais c'est facile à dire aujourd'hui, mais au début, on ne le savait pas. Là. Donc, ça a été, c'est certain des accomplissements. Là. Bravo, en tout cas, pour cette œuvre utile que vous faites, parce qu'à travers vos observations, je pense que vous nous démontrez, vous nous conscientisez aussi sur la réalité de l'environnement, de la fragilité de nos écosystèmes et de ces êtres vivants. Alors, merci d'être passé. Mario Cyr, bien sûr, on va connecter avec votre film L'Odyssée sous les glaces. C'est le 13 octobre, évidemment dans le cadre de la nouvelle saison des Grands Explorateurs. C'est à la salle André Mathieu. Il s'est présenté dès 10h30. Merci beaucoup à vous. Ça fait plaisir.
Avec la rentrée récente, il y a quand même plusieurs parents, des élèves, des étudiants qui se demandent comment peut-être gagner sa vie, quels sont les impacts. Est-ce que je peux avoir d'ailleurs un impact dans la société avec mon choix de carrière? On veut en choisir un parfois qui est valorisant, se rendre utile. Ce sont tous, peu importe notre âge, si on est sur le point, par exemple, de terminer notre séjour au secondaire, d'aller à un échelon supérieur, même se réorienter en tant qu'adulte après 10, 15, 20 ans de carrière. Ce guide peut vous aider, peut répondre à vos questions. D'ailleurs, 3 guides choisir 2025 qui est publié chez Septembre Éditeur. Elle a participé donc à l'écriture du livre. Elle est conseillère en orientation et c'est notre invitée pour nous en parler, Caroline Arsenault. Bonjour. Bonjour Alex. Merci d'être avec nous. Bien sûr, évidemment, avec les années, il y a de multiples façons, plateformes pour choisir une carrière, avoir de l'information. Pourquoi ce guide est toujours aussi pertinent cette année d'ailleurs? Oui, on est nous-mêmes les premiers surpris à toujours voir d'année en année l'engouement pour ces guides-là. On se dit justement, l'information se retrouve sur les sites, sur différentes plateformes, mais je pense que ce que les gens aiment des guides, c'est qu'on retrouve toute l'information à un seul endroit, puis de façon uniforme. Fait qu'on peut vraiment, dans ces guides-là, comparer des pommes avec des pommes, tu sais, puis après ça, faire un meilleur choix dans ce qui nous convient, là, puis on a envie de faire pour notre programme. Puis aussi, tu sais, il y a l'aspect tenir du papier. Plusieurs personnes aiment ça encore. Tu sais, barrer des choses, surligner ce que j'aime. On a même des petits coins à tourner, si on veut, là, des petits coins à plier là, pour mes choix préférés. Donc, ça devient vraiment un outil vivant avec le lecteur. Puis, est-ce que je peux même avancer que le domaine de l'emploi, avec l'intelligence artificielle, avec l'informatique, avec les possibilités, il y a de plus en plus de nouveaux emplois qui, à travers les ans, se greffent au guide? Oui, les emplois, ça va de façon exponentielle. Les changements vont vraiment vite. Puis les programmes de formation aussi changent énormément. On a même remarqué que nos guides, d'année en année, ils épaississent. Okay. Donc, c'est vraiment une démonstration que les choix se multiplient. Puis ça devient compliqué là, quand on est un jeune ado de 16-17 ans de choisir devant cette panoplie-là. Mais ce qui est bien avec les guides choisir, c'est qu'ils sont vraiment classés par secteur. Fait que déjà d'emblée, si tu sais qu'un job de bureau en informatique ou en soutien administratif en arrière d'un ordinateur, ça t'intéresse pas, tu passes cette section-là puis tu vas voir autre chose. Tu sais, ça permet de cibler déjà. Oui, c'est ça. C'est ciblé selon notre champ d'intérêt. Puis moi, j'ai eu la chance de savoir ce que je voulais faire déjà de mes 5-6 ans. Merci aux Canadiens de Montréal et la Coupe Stanley de 93. Je savais que je voulais donc faire ce métier-là. Mais je sais que c'est pas tous les jeunes, justement. Je vais prendre l'exemple que vous venez juste de nous offrir. C'est quoi la question, la porte d'entrée? C'est quoi les premières questions qu'un jeune avec ses parents devrait peut-être donc avoir en tête pour bien solutionner, bien choisir un métier pour lui? Oui. Il y a deux façons de faire. Il y en a plusieurs, en fait, là, mais je peux les classer en deux grandes catégories. Il y a se demander d'abord, est-ce que je sais déjà c'est quoi l'impact que je veux avoir dans le monde, sur quel problème je veux travailler, à quoi je veux contribuer dans la société. Des fois, déjà, les jeunes savent, j'aimerais ça aider à guérir des gens. Tu sais, c'est très large, là, guérir. Il y a plusieurs métiers qui aident à guérir. Bon. Mais souvent aussi, à cet âge-là, on ne sait pas, mais on sait ce qu'on aime présentement. C'est sûr qu'un jeune, même s'il ne fait pas d'activité parascolaire ou peu importe, il occupe son temps libre à quelque chose. Que ce soit des jeux vidéo, jouer sur son cellulaire, n'importe quoi. Ouais. C'est ça qui attire son attention présentement. Puis, ça nous parle de ce qu'il aime faire. Est-ce qu'il aime être sur les réseaux sociaux, donc être avec les gens, être en communication, partager de l'information. Est-ce qu'il aime jouer à des jeux de stratégie, résoudre des problèmes complexes? Fait que, déjà, c'est des filons qui nous indiquent il y a peut-être quelque chose à regarder là-dedans. Puis, avec les descriptions aussi dans les guides choisir de chaque programme de formation, là, après ça, on peut aller voir dans les compétences qui sont développées. Puis si j'ai, résoudre des problèmes complexes avec de la stratégie, des calculs, ça se pourrait que ce soit un programme qui m'intéresse.
Alors, ces guides sont là, soit évidemment choisir secondaire, collégial, université 2025. Alors, c'est pour faire un choix éclairé parce que parfois, ça peut être une rencontre aussi avec un professionnel, par exemple un stage dans une entreprise. Ça peut être déterminant pour un jeune qui veut choisir la construction, par exemple, un domaine où on a tellement besoin dans différents corps de métier qui est lié à la construction. Alors, tout ça est possible grâce à ce guide. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Ça me fait très plaisir, merci. Puis si vous voulez vous le procurer dans toutes les bonnes librairies ou sur septembre.com. Très, très bonne plug. Merci. Merci. Comment allier une passion avec un hobby? C'est ce qu'elle a fait durant l'été dernier, des magnifiques photos, vidéos qu'elle nous a partagées. Elle est photojournaliste et ambassadrice pour Nikon Canada. C'est de retour avec l'une de mes préférées, Sarah Maud. Salut! Salut Alex, contente de te retrouver. Ben moi aussi, comment vas-tu? Écoute, ça va super bien. Je me sens en pleine forme. Il faut dire que 300 km de vélo pour la Véloroute des Bleuets, ça maintient en forme. Et j'avais très, très hâte de te parler de cette expérience-là, de vous parler de cette expérience-là que j'ai faite cet été. Ben 300 km. Donc, tu as fait le tour, ni plus ni moins. C'est quoi le tracé? Le tracé, en fait, du vélo, du tour du lac Saint-Jean? Oui, c'est ça. C'est vraiment le vélo. Tu pars d'Alma, tu reviens jusqu'à Alma à peu près. Pour moi, ça a été ça l'expérience. Je suis partie avec une bonne amie et puis on était guidés par les ambassadeurs de la Véloroute des Bleuets. Donc, on partait 4-5. Et puis, mon mandat, c'était de faire des photos de l'expérience et des endroits où on logeait aussi le soir parce qu'évidemment, tout le monde de toute la communauté participait. Étant donné que c'est tout un tracé qui se fait, c'est une organisation. Là, la Véloroute des Bleuets, vous pouvez les contacter. Vos bagages vous suivent, vous roulez en vélo tout le long. C'est des décors magnifiques. Ouais. En automne particulièrement, ça doit être merveilleux en ce moment. C'est ça. Et toi, tu l'as fait quelle période de l'été? Je l'ai fait début août parce que c'était plus facile pour moi, étant donné que c'est une période moins achalandée dans mes contrats photos. Et donc, je l'ai fait vraiment début août là, avec l'équipe de la Véloroute des Bleuets. Bon, on peut voir un peu des photos à l'écran, mais qu'est-ce qui, toi, t'a frappé, interpellé dans les paysages que tu as vus, les gens que tu as rencontrés aussi? Parce que c'est des histoires aussi qu'on raconte à travers, évidemment, les photos que tu prends là. Écoute, particulièrement les gens, les paysages aussi, mais tu sais, moi, je roulais plus dans la journée. Malheureusement, c'est pas nécessairement les meilleurs moments pour faire de la photographie à cause de la lumière, mais on était organisé comme ça parce que c'est une question pratique par rapport aux photos que je devais faire, parce que c'est le problème quand on est photographe, on a quand même un horaire à respecter. Et, une question de logistique aussi. C'est ça, c'est de la logistique. Et en fait, ce que j'ai adoré beaucoup, c'est les gens, tu sais, je pense aux Délices des Bleuets, là, un petit peu plus au nord du lac. Meilleur. Écoute, c'était une expérience vraiment le fun. J'ai appris à faire du beurre. OK? J'ai appris à faire du beurre. J'ai fait tu sais, on a mangé très bien. Les endroits où on a dormi aussi, je pense aux chutes à l'ours. Là, il y a des cabanes sur pilotis. Je pense que c'est dans la vidéo que je vous ai envoyé de photos que j'ai fait. Il y a vraiment eu des expériences. Les gens sont. Tu baigné dans le lac? Oui, je suis allée mettre les pieds dans le lac, mais je veux dire, on n'avait pas le temps d'arrêter, mais la pointe Taillon, là, on aurait dit l'océan. C'était magnifique. Ah oui, bien, pour ceux qui sont déjà allés, c'est effectivement un lieu, un jour que vous devez faire. Puis à vélo, de le faire à vélo, parce que souvent, les gens vont le faire en voiture. Puis là, tu as le temps de t'imprégner justement des différentes images, des gens, on le disait, des êtres humains qu'on rencontre aussi. Hey, j'ai mangé des yogos et les gens sont gentils. Ils aiment ça de parler de ce qu'ils font. J'ai appris tellement de choses sur les Bleuets aussi. Est-ce que c'est quelque chose, là, tu le faisais au préalable pour le loisir. Finalement, ça s'est transformé en travail. Oui, bien, en fait, c'est ça. Moi, j'ai commencé le gravel bike, le vélo, il y a peut-être 4 ans en pleine pandémie parce que j'habite en Estrie, donc c'était plus facile. J'avais rien d'autre à faire, donc j'ai commencé à faire ça. Et je me suis amusée à me prendre en photo et le client, le boss de la Véloroute des Bleuets m'a appelé en disant « J'aime tes photos, j'aime ton style, j'aimerais ça t'engager pour faire ça. » Je dis « OK, cool. » Mais je dis « Moi, je fais ça de façon... » C'est un hobby, là, tu sais, je veux dire, je roule pas à 50 km/h de moyenne générale. Il dit, non, mais c'est cool, tu vas pouvoir venir. Il dit, c'est juste 300 km. Je dis, OK, moi, le maximum que j'ai fait, c'est 70, là. Fait que, non, ça a été un beau défi. Ouais. Tu sais, quand je dis des fois la photo, ça t'oblige à sortir de ta zone de confort. Tu dis oui à tout et tu stresses après. C'est à peu près ce que j'ai fait. Mais là, t'as amené ton artillerie lourde, je vais le dire comme ça, mais t'as amené aussi... Non, c'est ça. Il a fallu que... Parce que le poids, quand tu pédales, est important. Ouais, tu veux alléger ton poids, surtout que c'est vallonné, là, ce secteur-là est vallonné. Donc, tu veux alléger ton poids. C'est sûr qu'il y a des vélos électriques, mais moi, je suis assez orgueilleuse pour pouvoir le faire moi-même. Ouais. Mais donc, il a fallu que je réduise parce que j'ai fait un premier essai avec mon matériel quotidien. Je perdais le contrôle du vélo. Alors qu'en descendant, je suis allée chercher étrangement une lentille de conception plus cheap, on va dire, mais qui est aussi bonne au niveau du piqué, mais qui est moins solide. Et donc, ça a allégé beaucoup le poids.
Et là, j'ai pu partir avec la Z8, un tout petit objectif 50 mm là, comme ça, puis une 70-180 2.8 aussi, mais en conception plastique, ce qui était... et ça a allégé beaucoup, mais tu sais, ça m'a pris 2-3 fois, j'ai fallu que je mette un sac en avant, un cadre. Puis, tu sais, la façon de shooter n'est pas la même non plus. Parce que là, tu n'as pas le matériel à côté de toi. Donc, il faut que tu débarques du vélo parce que le vélo n'a pas de pied. Fait que tu débarques du vélo, tu tiens le vélo, tu trouves ton sac. Tu sais, je veux dire, tu n'as pas la même rapidité d'action. Fait que ça a été vraiment une sortie de zone de confort. Est-ce que tu penses quand même savoir un résultat sur les photos, les prochaines que tu vas prendre là, sur cet automne, dans un contexte comme l'automne, les photos qu'on a avec la magnifique lumière? Là? Bien, tu vois, c'est ce que j'encourage. Honnêtement, j'encourage vraiment les gens à se mettre au vélo parce que, par exemple, avec toute la lumière qu'on a, on a beaucoup plus le temps de le faire. Puis justement, d'acheter un petit sac, de mettre, si vous êtes cellulaire et tout ça, vous mettez votre cellulaire dedans, vous pouvez les mettre dans les leggings. Tu sais, il y a plein de places où mettre un cellulaire. Mais si vous voulez faire de la photo, vraiment, tu sais, vous prenez un petit appareil, vous pouvez glisser dans un petit sac de cadre de vélo, puis ça vous allez faire... je vous encourage d'ailleurs vous allez faire de la belle photo, mais je vous encourage d'ailleurs à aller chercher un grand angle aussi, ou tu sais, un objectif qui va faire, admettons 24-200 mm, ça cadre large et ça cadre loin. Oui, avec la magnifique lumière de l'automne qui est déjà bien installée, les couleurs également. Merci à toi. Puis on peut voir toutes les belles histoires que tu nous as racontées, voir de façon supplémentaire sur ton Instagram. C'est toujours une belle porte d'entrée pour voir l'art à laquelle tu nous exposes. Ambassadrice pour Nikon Canada, bien sûr, photojournaliste. Aussi. Et Sarah Maud, merci. Merci à toi, Alex. C'est la 3e saison du balado de Lucie Lab, La Force de Large, qui est présentée, mais un tout nouvel animateur que vous connaissez, je pense, comédien, auteur, et je pourrais continuer, conférencier, bref, un visage puis un gars qu'on adore pas mal. Puis c'est Jean-Marie Lapointe qui est avec nous autres, animateur de ce balado. Salut Jean-Marie. Salut Alex, merci de me recevoir. Ben, c'est un plaisir vraiment. Cool. À chaque fois qu'on peut te rencontrer, je vais dire ceci, puis je pense que les gens vont être d'accord. Il y a comme t'as une énergie qui fait qu'on est un peu transformé à chaque fois. Oh! Tabarnouche! Bon, ben ça c'est un beau compliment. Je sais pas en quoi tu vas te transformer, mais... je vais rester animateur pour les prochaines minutes, mais vraiment intéressé, parce que tu es intéressé et intéressant. Pourquoi tu as accepté cette invitation-là de piloter ce balado saison 3? Le balado, je trouve que c'est un beau moyen de communiquer plein de choses. J'en fais déjà. Puis, La Force de Large, qui était animée par ma bonne amie Sylvie Bernier pendant 2 ans, puis elle ne pouvait plus continuer pour la 3e saison. Elle m'avait suggéré, on avait parlé de mon nom, je dis quel beau concept. Et ce qui est le fun de ce balado-là, c'est qu'il y a du contenu scientifique et en même temps, on rencontre des êtres extraordinaires qui ne sont pas connus du grand public. Exception à l'occasion, comme tu vois, Guy Mongrain était venu jaser avec Sylvie, mais c'est comme une entrevue entre amis, tu sais. Ouais. Elle a travaillé pendant je ne sais pas combien d'années sur Salut Bonjour, mais je trouve que c'est intéressant. Puis la formule du balado, ben, lui, en plus, tu peux le regarder sur des plateformes comme YouTube, mais tu peux aussi l'écouter. Puis moi, je suis un maniaque de livres audio puis de balado. Je fais beaucoup de transport en auto, puis j'aime ça et j'aime me faire raconter des histoires. Puis la beauté, quand tu écoutes un balado, c'est rare que tu roules à 160. Ouais. Ça te modère au niveau de ta vitesse. Puis moi, depuis que j'écoute des livres audio ou des balados, j'ai pas d'excès de vitesse, c'est parfait. Là. C'est parce que aussi, je pense que c'est intemporel. C'est que tu peux l'écouter n'importe quelle période de ta journée ou finalement de l'année, puis ça peut être porteur pour toi de réflexion à n'importe quel moment aussi. Là. Pour tout le monde, puis en même temps, ce qui est le fun, Alex, c'est que le contenu de ce balado, c'est de la vulgarisation scientifique avec la plateforme Lucie Lab, qui est aussi un projet de la famille Chagnon. Ouais. Donc, tu comprends que ça fait partie du rayonnement de tout ce que la Fondation avait mis en place. Puis, tu sais, la science, des fois, on pense que c'est pas accessible. C'est un peu comme la musique classique. Les gens ils disent « Ah, c'est juste pour les bolés puis les intellectuels. » Non. Il y a une façon de rendre la science accessible. Puis, moi, j'aime ça. Je veux dire, j'ai un côté très spirituel, mais j'ai un côté très concret. Puis, quand on parle de science, si tu as des faits, je vote pour toi. Parce que là, il faut dire que La Force de Large, on explore plein de sujets, il y a 6 épisodes, donc dès maintenant, on peut les écouter. Puis, bon, la méditation, l'obésité, l'urbanisme en lien avec la santé. De quelle façon, là, je comprends, il y a des invités, tout ça, mais de quelle façon on va les vulgariser? Puis, je pense que c'est un format de 30 à 45 minutes, je pense. 45 minutes, gros max, là, mais... Il y a des fois des exceptions, on va dépasser, on va être pas loin de 50 minutes, mais je te donne un exemple. On a reçu Jean-Sébastien Fallu, qui est une sommité dans le milieu de la toxicomanie. Alors, on a parlé des champignons magiques. Bon, la psilocybine, c'est très tendance. Par contre,
quand on entend champignon magique, psilocybine, c'est quoi exactement l'impact? Donc, si on en parle dans Lucilab, c'est parce qu'on en parle avec des faits, avec des données scientifiques. Donc, on n'est pas juste là pour être tendance, on est là pour aussi parler de contenu. Puis, c'est ce que j'aime faire. Alors, moi, je vais être la posture, tu sais c'est quoi? Quand tu es animateur, tu essaies de poser des questions que les gens se demandent à la maison ou au bout du fil, tu sais. Donc, c'est ça que j'essaie de faire, donc de vulgariser, puis de rendre le sujet est intéressant. Puis comment on le fait? Bien, si toi, tu es intéressé, il y a des bonnes chances que tu poses des bonnes questions, puis que ton invité va être alimenté par toi. Là. Ouais. Je te cite, tu as accordé une entrevue dans la presse et tu disais ceci, la fin de vie ferme les yeux du mourant, mais ouvre ceux du vivant. Ouais. Comme personne qui accompagne, tu es contaminé toi aussi. Ça vient pas de moi, cette citation-là, mais j'ai cité. Tu as cité, oui, c'est ça. Ouais. Et donc, tu as fait de ta vie ou à peu près... tu t'es consacré aux êtres humains. Oui, beaucoup. Beaucoup, hein? Dans tout ce que tu fais, c'en est le cas avec ce balado depuis on discute depuis quelques minutes. Ouais. La quête de la vie pour toi, de la mort, t'as jamais quitté ou presque. Pourquoi ça? C'est un sujet qui revient, l'être humain, la vie, la mort, tout ça, en lien avec toi? Bien, je pense qu'au cœur de mes projets, ceux avec lesquels j'ai vraiment évolué et grandi, surtout depuis les 10-15 dernières années, c'est beaucoup l'être humain qui transcende sa noirceur pour aller vers la lumière. Peu importe qu'est-ce que c'est, que ce soit de l'itinérance, que ce soit la pauvreté, le handicap, peu importe, la fin de vie. Mais il n'y a rien comme la fin de vie, la mort, pour t'éveiller à la vie. Puis ça, bien, j'en tiens comme expérience quand ma mère est décédée. Elle avait 49, moi j'en avais 26. J'ai reçu un coup de 2 par 4 d'en face. C'est comme si ça venait de me réveiller par rapport à mais who's next? C'est-tu ton père? C'est-tu toi? Puis comme tu le sais pas, il n'y a aucune garantie de l'heure précise, sauf si tu demandes l'aide médicale à mourir. Tu ne sais pas quand est-ce que tu vas partir. Donc moi, je pense que le fait d'avoir étudié, d'avoir lu, puis d'avoir fait de l'accompagnement de fin de vie, ça m'a repositionné sur vivre pleinement le ici maintenant. Alors tu sais, quand tu dis que à présent, je suis un gars intense, je suis un gars passionné, ça vient aussi de ça. Ça vient aussi de cette prise de conscience-là que la fin de vie va arriver, on ne le sait pas quand, mais en attendant, enjoy. Parce que parfois, certains vont dire, OK, c'est facile à dire ou c'est cliché de dire que l'urgence de vivre, c'est ici et maintenant. Ouais. Mais comme tu dis, moi aussi, j'ai vécu, je partage ça, là, puis c'est bien humblement avec humilité, mais moi, c'est ma sœur qui est décédée du cancer à 24 ans et un jour, parce que c'est le lendemain de son anniversaire, donc son anniversaire et le lendemain, elle est décédée du cancer. Bon, c'est comme un peu le jour de la marmotte à chaque année. Ouais. Et puis, ça a été là pour moi le déclic. Moi, j'avais 20 ans, elle, 24 ans et un jour. On avait à peu près les mêmes âges. De façon différente, mais quand même, ça a été la perte d'un être cher qui nous a fait comprendre ces choses-là. Bien, je suis à la même place que toi. Puis, tu sais, à 20 ans, tu commences ta vie. Puis moi, je me rappelle, quand j'avais 19-20 ans, je me sentais, fucking éternel. Invincible. Invincible. Ouais. Tu as la force de l'âge. Tu es vraiment, t'as du démon d'impact. Puis là, tu viens d'apprendre que, la mort est là. Écoute, c'est ma voisine, c'est ma sœur, c'est ma grande amie, c'est ma confidente. Là, tu te dis, OK, mais attends, c'est quoi ça? Comment on métabolise un événement qui peut être traumatisant en quelque chose de positif? C'est spécial parce que moi, je te dirais que dans le milieu des soins palliatifs, j'ai tellement rencontré des gens passionnés et vivants, mais je comprends, ils ont le spectre de la fin de vie autour de d'eux autres. Tout le temps. Ouais. Donc ça a été un éveil pour toi. Alors toi, tu le sais, quand la mort ferme les yeux du mourant, mais ouvre ceux du vivant, tu l'as vu avec ta sœur. C'était quoi son nom? C'est Karine. Karine. Ouais. Je t'en parle, je suis ému. C'est drôle, hein? Même si je ne l'ai pas connue, on dirait que je connecte facilement avec le sujet de la mort, avec la souffrance et le deuil de l'autre, parce que c'est toute mon histoire de souffrance qui monte à la surface. Bien, l'histoire avec ton père aussi, évidemment. Ouais. Jean, on connaît, on a vu l'entrevue magnifique. Tout ça aussi, c'est porteur de bienveillance puis de réflexion dans notre conversation. Je te sens ému et ça me rend ému présentement aussi. Merci pour cette conversation. Puis merci pour ta confidence. J'imagine que tu ne dois pas en parler à chaque fois que tu prends le micro. Pas si souvent, non, effectivement. Puis là, c'est parce que c'est ces jours-ci, on a enregistré cette entrevue, on peut le dire, et c'est demain son anniversaire et c'est le 3 octobre, qui est plus tard cette semaine. Donc, au moment de se parler, c'était là et c'est pour ça que je me suis senti investi de le faire. Mais c'est surtout à toi que je voulais te remercier. C'est bien fin d'en parler. Puis merci, regarde, Karine. Bien, merci aussi à toi, Jean-Marie. Plaisir et on retrouve évidemment le balado. Tout ça est mis au lien. Les liens sont mis au bas de l'écran présentement. Merci beaucoup. Merci, Alex.
Il revient tout juste des Jeux paralympiques, mais pas à titre d'athlète. Non, c'est à titre de thérapeute du sport, mais c'est quand même toute une expérience pour un Lavallois d'origine, Jean-Paul Raphaël. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Oui, comment as-tu trouvé ton expérience d'emblée? C'était une expérience exceptionnelle. Vraiment, c'est un événement d'envergure mondiale comme ça au sein de la Ville Lumière. C'était quelque chose d'incroyable. Est-ce que, puis là, je vais faire une petite parenthèse, mais bon, tu y allais pour être thérapeute du sport, mais à titre personnel aussi, en tant qu'être humain, tu as été témoin de performances d'athlètes paralympiques incroyables qui viennent spontanément? Mais c'était quand même exceptionnel de voir tous ces athlètes-là travailler. J'ai surtout été voir des athlètes canadiens. C'est sûr que dans la piscine, en athlétisme, on a eu des performances incroyables. Je me sens tout petit à côté de Greg, notre lanceur de poids. Puis sinon, nos équipes, nos sports d'équipe, fait que volleyball assis féminin qui a gagné la médaille de bronze, une première pour le Canada. C'était tout un match. Basketball en fauteuil roulant et rugby, ce sont vraiment des ambiances électrifiante. Puis cette année, en tout cas, je suis très content parce qu'on semble avoir eu tout le monde un intérêt double pour les Jeux paralympiques. On dirait qu'on a eu un essor, il y a une visibilité qu'ont eu les Jeux paralympiques. Enfin, certains diront, puis je pense que c'est un très bon terme, mais quand même, il y a eu cet intérêt-là. Puis je veux savoir, qu'est-ce qui t'a mené là-bas à être thérapeute du sport aux Jeux paralympiques? C'est une expérience d'une vie? Oui, vraiment. D'abord, moi, je suis thérapeute du sport depuis presque 20 ans maintenant. Alors, j'ai fait un chemin au niveau de la performance sportive. J'ai travaillé quelques années à l'INS, l'Institut national du sport du Québec, où on a quelques athlètes paralympiques qui sont centralisés et aussi d'autres qui viennent se rassembler ponctuellement pour des camps d'entraînement et tout. Puis après une petite pause pour passer du temps en famille avec mes petits-enfants, là, je ressors de ma coquille, je reviens dans le monde de la haute performance et avec l'équipe paralympique canadienne précisément parce que moi, je suis une personne de cœur, je suis une personne humaine et j'ai entendu que l'équipe médicale qu'on voit ici en arrière est une équipe exceptionnelle. Et on s'appelle entre nous le Dream Team, l'équipe médicale pour les Jeux paralympiques et on l'est vraiment. C'est vraiment un groupe de personnes, des médecins, des physios, des thérapeutes du sport, une masso. Puis des psychologues. Psychologues et, préparation mentale qui est importante aussi. Là, ils sont les deux, psychologues et préparateurs mentaux pour la performance. Et cette équipe-là, c'est une équipe qui rassemble des gens exceptionnels. Est-ce qu'il y a un gros protocole quand on se rend dans des compétitions internationales comme les Jeux paralympiques, à la fois pour entrer sur le site, mais aussi pour être près des athlètes également? Oui, c'est quadruple sécurité. Je pense que quand j'étais aux Alouettes, il n'y avait pas autant de sécurité qu'il y en avait à cet événement-là. On avait comme 5 niveaux de police, là. Autant l'équivalent, mettons, de la police de Laval, de la SQ, de la gendarmerie, 2 niveaux militaires aussi. Il y avait de la police partout, des sections de ville qui étaient fermées. Puis c'était vraiment particulier comme jeu parce qu'ils ont utilisé des installations existantes. Et ils ont créé des stades ad hoc. Vous avez vu probablement le volleyball de plage qui était juste devant la Tour Eiffel. Pour nous, c'était le football aveugle, le soccer, le sissi-foot qui appelle le football avec cécité. Et c'est ça, c'était devant la Tour Eiffel. Ça n'a pas de bon sens. Fait que c'était dans le cœur de la ville. Et évidemment, il y a ces performances qu'on évoquait d'emblée, justement, pour que nos athlètes paralympiques puissent performer comme ça, les brillantes performances qu'on peut dénoter de nos athlètes paralympiques canadiens. Il y a un rôle déterminant que vous jouez pour la réussite, là, les thérapeutes du sport. Peut-être préciser comment vous intervenez auprès des athlètes là, en général? C'est super gentil. On n'aime pas prendre trop de crédit dans la vie. On est du monde des coulisses, là, vous connaissez ça. Dans le fond, on est là ponctuellement pour leur performance. Alors moi, je ne suivais pas une équipe ou un athlète. Je faisais partie de l'équipe qu'on appelle centrale, l'équipe centrale de santé, des services de santé canadiens. Fait qu'on avait développé une petite clinique. C'est là que toutes les autres équipes venaient se faire soigner, se faire traiter, comme on dit, des traitements pour les blessures. Mais nous, on est là pour le dernier petit pointu. Fait que s'assurer que tout se passe bien, les mots qui arrivent dans l'avion, les dernières petites blessures,
Notre but, c'est de les emmener sur le terrain, pas à tout prix, mais presque. Dans une élongation, par exemple, ça peut être ça? Ou Oui, c'est ça. Élongation, courbature. On a entendu parler des lits sur les médias sociaux. Fait qu'il y en a quelques-uns pour qui c'était parfait, d'autres pour qui c'était plus difficile. Fait que juste aider le corps à performer du mieux possible. En fait, on le sait qu'il n'y a rien d'aigu, qui ne dure pas longtemps dans le temps, qui a un grand effet sur la performance, mais on essaie d'enlever les petites barrières que ça pourrait créer dans la tête des athlètes. Ouais, parce qu'évidemment, des fois, ça peut jouer sur le mental, ces petites blessures-là pour la performance, peut être fin prêt à donner sa minute ou son 2 minutes. Parfois, c'est très court, la performance qu'on doit réaliser. Oui, vraiment. Les années qui sont d'entraînement derrière, en plus, pour que quelques minutes de performance de haut niveau. Merci d'être venu nous en parler. C'est vraiment intéressant. Merci énormément. Bravo pour ce support-là pour nos athlètes paralympiques. Oui, merci à vous de m'avoir reçu. Merci. Cette fameuse question qui, depuis la pandémie, on dirait de plus en plus, on est acheteur ou vendeur, nous interpelle. Les prédictions pour le marché immobilier 2024-2025. Est-ce que c'est le bon moment pour acheter ou vendre selon notre réalité, selon notre désir sur le marché immobilier? Et là, ce sera du Grand Montréal au complet avec des chiffres à l'appui. Elle est courtière immobilière. Puis c'est avec encore Sophia Yanantuano qu'on va discuter d'immobilier cette saison. Salut Sophia. Allô Alex. Content de te retrouver. Il y a eu des changements sur le marché. Et là, cette question, je la ramène, elle était dans mon introduction, mais est-ce qu'il faut attendre pour vendre notre propriété aujourd'hui ou saisir une opportunité finalement du marché actuel? Bien, c'est sûr que c'est un couteau à deux tranchants. En voulant dire, les gens vont souvent dire, mais je vais attendre à l'année prochaine. Je vais attendre au printemps. Parce que rendu là, les taux d'intérêt vont avoir baissé et puis je risque d'avoir plus d'acheteurs potentiels. Oui. Par contre, il va aussi avoir plus de maisons potentielles. Donc, où est-ce que là, on va dire, par exemple, il y a 2 maisons sur la même rue, ça ne serait pas surprenant qu'au printemps, on va voir qu'il y a peut-être 3, 4, 5 maisons sur la rue parce que tout le monde, on dirait, sont en mode attente. Oui. Puis ça dépend toujours évidemment de où on réside aussi, de quelle ville, même dans le Grand Montréal, d'une ville à l'autre, à quelques kilomètres près, il peut y avoir une différence de prix, là. Ah oui, ça c'est sûr, comme on a discuté tantôt, tout dépendant où est-ce qu'on est. Donc, si on regarde la grande région de Montréal, au niveau du prix, il n'y a pas eu une énorme augmentation. Mais si on compare avec Laval, dans les statistiques, on a vu qu'il y a quand même une augmentation de 8 %. Ça veut-tu dire que le 8 % va suivre l'année prochaine? Oui ou non? Mais c'est sûr qu'il va y avoir une augmentation. Il y a une prédiction, on parle d'un 6,2 %. Mais ça, c'est national. Mais le national suit toujours quand même le provincial. Oui. Eh bien donc, est-ce que, ultimement, cette question-là, est-ce que là, le marché est plus favorable pour l'acheteur, le vendeur, présentement, là, si on se fie ces jours-ci? Mais moi, je dirais que c'est vraiment plus favorable pour le vendeur. Pourquoi? Parce qu'on manque encore d'inventaire. Encore parce que les gens ne sont pas prêts à mettre leur maison sur le marché. Qu'est-ce qui arrive? Il y a un petit peu de résistance au niveau de dire je vais la mettre sur le marché tout de suite. Mais moi, je dis mais je le vis au quotidien, que les gens vont dire, ils cherchent une maison, mais on est limité dans une maison de qualité comme qu'ils cherchent. Donc, moi, j'encourage, c'est sûr, les vendeurs de saisir l'occasion puis de mettre la maison tout de suite sur le marché. Et là, les prix, on en a un petit peu parlé, tu le disais, des raisons, mais bon, les prix vont peut-être baisser bientôt, on ne le sait pas, mais tu sais, il y a les taux, évidemment, indicateurs présentement qui nous laissent poindre à l'horizon que ça pourrait encore descendre. Donc, les avantages peut-être d'acheter maintenant pour ceux qui nous écoutent actuellement. Là. Bien, ça, c'est une fausse aperçue. Okay. C'est sûr qu'on n'a pas de baguette magique. Non, c'est sûr. Là. On aimerait ça avoir une baguette magique, on n'en a pas. Mais est-ce que les maisons, est-ce qu'il y a une prédiction qu'il va y avoir une baisse? Non. Au contraire, il va y avoir une augmentation. Oui, au Québec. Bien, c'est parce que ça ne fait que monter depuis quelques années. Là. Je dirais, je ne verrai pas la tendance s'inverser non plus là, du jour au lendemain. Là. C'est sûr. Parce que c'est avec le taux d'intérêt qui baisse. Donc, si les gens vont dire, bien là, avec mon X montant, je peux me payer une plus grande maison. Mais le prix de la maison, il n'y a pas de prédiction qu'elle va baisser en 2025. Au contraire. Donc, tu sais, c'est quelque chose, un budget restreint, c'est important de regarder. Puis pas juste un budget restreint. Il y en a qui m'ont dit l'année passée, « Ah, j'aimerais ça déménager et j'aime une maison dans tel coin. » On va dire qu'elle était à 850 000, à 900 000 ou vice-versa, une maison à 300 000. Si on la regarde aujourd'hui, là, il y a quand même des bonnes augmentations. Donc là, ils disent « Ah, j'aurais dû l'acheter l'année passée. » Oui, mais attends pas. Ils disent « Le meilleur temps d'acheter de l'immobilier, c'est là 5 ans. » Donc, c'est encore mieux là 1 an que dans 2 ans. C'est ça. Donc, maintenant, comme tu dis, que dans le futur. Exact.
Mais justement, peut-être je me dis les mesures, par exemple, pour les vendeurs qu'on devrait envisager pour vendre rapidement, ce serait quoi, par exemple, pour les gens qui nous écoutent actuellement? Bien, moi, je dis toujours là, une belle mise en marché. OK? Exemple, hier, une de mes clientes, elle voulait une maison. On ne pouvait pas la visiter dimanche. Elle travaille dans une résidence. Et ensuite, lundi, elle déménageait. Donc, la maison était sur le marché, porte ouverte le 29. Ensuite, lundi, elle ne pouvait pas visiter, elle travaillait. Bien, ils ont reçu 3 promesses d'achat. Puis ce matin, mardi, Lifetime, le 1er octobre, la maison, il y a déjà une promesse d'achat conditionnelle qui vont faire maintenant l'inspection puis l'offre de la financement. Donc, c'est rapide, il faut agir rapidement, il faut avoir notre lettre de préqualification. On est prête pour le financement, on sait notre quartier, puis il faut agir rapidement. Inspection toujours, bien sûr, toujours. Absolument, mais moi je parle avant tout ça. Oui, ouais. Tout à fait. Puis est-ce que c'est quelque chose que tu vois, parce que moi j'ai un ami qui est courtier immobilier, on s'en est déjà parlé dans des situations qu'il me partage. Lui œuvre sur la Rive-Sud, mais quand même dans le Grand Montréal, si on inclut la Rive-Sud. Et ce qu'il me dévoilait, c'est qu'il voyait malheureusement parfois certains courtiers qui augmentent le prix d'une maison, par exemple, pour leurs clients. On augmente de plusieurs milliers de dollars dans la pensée populaire en disant que si on augmente, ben on va trouver un juste milieu, puis le vendeur va être en mesure d'aller chercher son prix, littéralement, oui. de pouvoir trouver. Donc, mais c'est un danger parce que la maison, finalement, s'est retrouvée à diminuer toujours de prix parce qu'elle était soldée trop cher au départ. Et finalement, tu te rends compte, après 2 mois, 3 mois, qui ont diminué de 10 000 de 10 000 en 10 000 comme ça, c'est un danger aussi qui peut se présenter à ces vendeurs. Là. Je dirais que c'est une stratégie que tout le monde perd. Moi, jamais j'irais recommander cette stratégie-là, mes collègues non plus, parce que, tu sais, un courtier qui veut le meilleur intérêt, c'est pas de profiter d'une situation. C'est plutôt bien représenté, bien guidé. Une fois que nos comparables sont faits, une fois qu'on a fait une belle étude du marché, puis c'est important de regarder les chiffres. On dit pas, ben wow, ça, on va faire ça à ce prix-là, parce que non, tu sais, il faut prendre le temps, comme qu'on fait ici, on regarde nos statistiques, on regarde des chiffres, parce qu'en immobilier, on peut pas dire n'importe quoi, parce que c'est des gros enjeux. Ouais. Est-ce que dans une peut-être perspective qu'on est un vendeur présentement, pour mieux sélectionner notre courtier, par exemple, est-ce que c'est d'aller voir aussi sur des plateformes de vente immobilière que représente la firme, d'aller voir c'est quoi le catalogue des maisons qui ont en vente aussi, de voir si cette tendance-là, justement, s'est déjà manifestée, à savoir qu'on a vu une maison il y a un mois, puis là, on a vu qu'elle a baissé. Ça, c'est un indicateur que si le courtier a peut-être une tendance à faire ce stratagème-là qui est un peu perdant pour tout le monde, finalement, comme on évoquait. Là. Oui, j'adore ta façon de penser parce que c'est définitivement une pensée publique. Par contre, c'est beaucoup la confiance en la personne. Moi, je dis, on ne prend pas un courtier qui s'annonce sans référence. Tu sais, je veux dire, la plupart des bons courtiers, si on va sur Google, ils ont vraiment, tu sais, une bonne cote, mais il faut se fier à ça parce que ça, c'est vraiment, on ne peut pas mentir de ça. Les publicités aussi, il faut faire attention. Des fois, ils vont dire qu'ils sont numéro 1, mais il faut aller lire vraiment. Mais moi, je crois, tu sais, oui, comme toute personne, d'être bien guidé, puis d'avoir des bonnes références, comme un restaurant. Quelqu'un me dit « Ah, on va manger à tel restaurant. » Bien, j'y vais. Puis surtout, quand je voyage, il faut s'informer. Aussi simple que ça. Merci beaucoup d'être passé. Merci beaucoup. Bientôt. À bientôt. Bye bye. C'est un classique du cinéma, d'un de ceux qui maîtrisent le mieux d'ailleurs le monde fantastique et on en parle tout de suite malgré, quelques semaines après sa sortie, toujours pertinent de revenir sur Beetlejuice, surtout en ce mois d'octobre où Halloween s'en vient. Salut mon cher Nico Vincent Poirier. Salut Alex. Content de te retrouver. Oui, passionné de cinéma que j'aime énormément que tu es. Est-ce que toi, cette œuvre-là, le premier dans les années 80 que tu avais happé de Tim Burton? Absolument. Pour moi, c'est de la nostalgie des années 80 quand j'étais jeune. Et bon, le nouveau film Beetlejuice, ben oui, veut pas, on reprend la nostalgie. Depuis Stranger Things, entre autres, la nostalgie, ça fait énormément d'argent, surtout la nostalgie des années 80. Et là, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de film Beetlejuice plus tôt? Parce que ça fait quand même une trentaine d'années, là. Ben, ce qui est arrivé, c'est que à l'époque, le film avait coûté un petit 15 millions, on avait rapporté 84, avec seulement 1 million investi dans les effets visuels à cette époque-là. C'était vraiment pas grand-chose. Puis dans les premiers films de Tim Burton aussi, rappelons-le, là, il n'avait pas ce nom qui fascine maintenant. Là. Il commençait vraiment. Là. Ça a été son deuxième gros succès commercial. Et les studios, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont demandé une suite rapidement, mais Tim Burton, de son côté, l'année d'après, en 89, il a sorti Édouard aux mains d'argent. 2 ans après, en 92, le Batman Return. Donc,
très occupé. Et entre-temps, ben, il y a plusieurs versions du scénario qui a été faite depuis 1989. Une, entre autres, Beetlejuice in Love. Beetlejuice tombe en amour avec une fille à Paris. Et bon, le scénariste envoie la version de son scénario et meurt quelques jours après. Donc, ça le ralentit les choses. Une autre version du film, c'est Beetlejuice à Hawaï. C'est pas des blagues. Donc, ils ont essayé à peu près tout. Et c'est vraiment depuis quelques années que vraiment on tient quelque chose de que le projet a pris vraiment son essor. Là, ouais. Absolument, absolument. Et c'est sûr que ce qui vient cimenter cette nostalgie-là, puis ce qui vient peut-être aussi pour ceux qui sont des amantes de première de l'univers de Beetlejuice, c'est d'avoir le retour des comédiens, des acteurs, actrices, pour la plupart qui étaient du premier rendez-vous, dont Michael Keaton aussi. Là. Absolument. Mais tu vois, tout le monde avait certaines conditions particulières avant de revenir dans le projet. Tim Burton, pour lui, ben, il fallait que Michael Keaton revienne. Et de son côté, Winona Ryder, elle, quand elle a signé pour Stranger Things, elle a mis une clause comme quoi si jamais, durant le tournage de Stranger Things, on l'appelait pour faire un nouveau film, Beetlejuice, on devait lui donner congé pour aller tourner ça. Mais on s'entend qu'en 2015, quand elle a négocié ça, personne ne s'attendait à ce qu'il y ait vraiment un Beetlejuice qui se fasse. Michael Keaton, lui, ben, il voulait que Tim Burton revienne, mais aussi Tim Burton et Michael Keaton voulaient que les effets spéciaux soient faits un peu comme dans le bon vieux temps. Moins de CGI, plus d'effets visuels pratiques, c'est-à-dire des vrais effets en studio. Et c'est ce qui vient peut-être, moi, étant nostalgique du premier, c'est ce qui vient peut-être le plus me combler. À savoir que, justement, ça a été le moins possible trafiqué avec l'aide d'ordinateurs, de CGI, d'images recréées de façon artificielle par les truchements de la technologie. Et c'est peut-être ça l'essence du cinéma aussi de Tim Burton, de revenir à ce que lui fait, à des Denis Villeneuve également, qui sont des cinéastes qui prêchent davantage vers comme le 7e art le préconise, c'est-à-dire le plus possible d'y aller avec les humains, finalement, derrière la caméra? Absolument, Alex. Regarde, l'intelligence artificielle et toutes les images et les vidéos qu'on peut voir qui viennent avec, ça fait pas longtemps que ça existe, mais pourtant, la plupart d'entre nous, on sait faire la différence entre c'est vrai et ça vient de l'intelligence artificielle. Et la même chose arrive dans le cinéma. On comprend ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas du tout. Et le spectateur veut avoir de l'émotion. C'est difficile d'avoir de l'émotion quand tu sais que non, ça, c'est pas vrai du tout. Et d'ailleurs, ce film-là pourrait être peut-être considéré, ce sera le mot de la fin, mais ça pourrait bien être considéré dans certaines catégories. Tu penses aux Oscars? Oui, moi, je ne serais pas du tout surpris d'utiliser la bonne vieille technologie en parenthèse là, et aller faire d'autres choses que du CGI. Oui, ce serait quelque chose de rafraîchissant et vraiment, ce serait un gros plus pour le cinéma. Et d'ailleurs, Tim Burton, quand il a fait le premier Beetlejuice, ce qu'il voulait, c'est de recréer les vieux effets spéciaux des films qu'il regardait quand lui était jeune. Un peu plus jeune. Ben, en tout cas, c'est vraiment réussi. Puis souhaitons qu'on verra aussi plus de films de Tim Burton dans les prochaines années également au cinéma. J'espère que ça va encore susciter de l'intérêt pour tout ce qu'il fait. C'est un de nos plus fascinants cinéastes des 20-30 dernières années, assurément. Merci à toi, mon cher. Merci, Alex. Ce ne sont pas d'anciens amoureux, c'est des collaborateurs sur le plan artistique, mais c'est des anciens colocs, par exemple. Oui, c'est tout. Je sais tout. Ariane Laniel et David Tremblay, deux amis aussi, personnellement. Salut, oui. Merci d'être là. Allô, Alex, ça va bien? Ben oui, merci de l'invitation. Content de vous retrouver. Et là, petite question comme ça, bien rapide, mais qui se ramassait le plus? Qui faisait pas la vaisselle quand vous habitiez ensemble? C'est moi qui se ramasse le plus. Ah oui? Ouais. Oh, oui. Ouais. Oui. Ben, faut pas que tu oublies qu'Ariane a un album qui s'appelle Mon Bordel. Mm-hmm. Ah oui, c'est vrai. Fait que je pense à la pêche comme t'es parti avec mon fil, il est comme non, je peux pas partir avec ton fil. T'es-tu parti avec ma bouteille d'eau? Non. J'ai-tu oublié ma boîte à linge dans ton auto? Oui. Mais là, vous faites presque tout à deux, je dis presque, parce que là, vous avez été à Saint-Tite ensemble récemment. Oui. Comment ça s'est passé? Saint-Tite, c'est quand même l'expérience d'une vie pour plusieurs. C'est la folie là-bas. Là. Ouais. Il fallait conduire avec les gens, les chevaux, les enfants. Moi, j'ai mis mes lunettes. J'étais comme, j'ai un spectacle, j'y vais. Pour toi. Ça a J'étais passé. allée pour toi. Toi, c'est ton premier cette année. Moi, ton c'était mon Fait deuxième. que premier. moi, je l'ai prévenu que là-bas, j'ai appelé ça comme une
c'est comme la jungle, tu sais, c'est vraiment, là, c'est sportif, il n'y a aucune ambiance comme ça, nulle part ailleurs. J'essaie de te prévenir, mais il fallait que tu le vives. Ben, il fallait que je le vive. Puis moi, c'était la première fois que j'y allais, fait que j'étais comme, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Puis on m'avait dit que c'était dans une ville, mais je savais pas que ça prenait vraiment comme l'entièreté de la ville. Oh, toute la ville. Ben oui. C'est la Là, ville je te confirme, oui, c'est Natal. pas de pays Fait que c'est du beaucoup sud, de pas aussi. C'est beaucoup de pop. Là, j'avais deux gigs différentes dans la journée. Tu sais, j'en avais une qu'il fallait que je me rende à un endroit, l'autre à l'autre place. Ça te prend Puis- 2 heures. C'est comme appeler le trafic de Montréal avec des cônes oranges. là. C'est Aucun la même bon affaire. sens. Puis là, je me promène avec ma guitare, mais là, ça attire beaucoup les regards parce que là, ils sentent que tu vas. Puis t'as pas la gueule d'un artiste pantoute. Fait que- Non, c'est ça. Je passais super low profile dans la C'est ça. foule. Ouais. Mais évidemment, tout ça nous mène aussi à des bonnes nouvelles pour toi parce que là, tu as été nommé, bon, à Lumière sur la relève, ça se passait récemment. Oui. Mais déjà, c'est une belle plateforme. 10 Oui. artistes dont tu faisais partie. Oui, exact. À la disque. Et là, Gala Country. Mais ça, j'ai été vraiment surpris et agréablement surpris au niveau de la rencontre La Disque. Oui. En fait, parce que c'est les radios Ouais. qui votaient pour les artistes émergents de l'année. Puis là, j'ai fait comme, Colin, c'est une belle mention. Je trouvais ça vraiment très flatteur. Et toi qui te remets juste pas si souvent que ça en question, Ah! c'est quand même un beau, je trouve, stamp approval. Là, je vais faire de la musique pour enfants bientôt. Ouais. là. Non, mais je le dis avec beaucoup d'affection parce que j'aime Ouais. beaucoup vos projets respectifs. Puis là, le 24 octobre, tu vas être en nomination Gala Country, le 24 octobre, Oui. avec la catégorie Album de l'année Country contemporain. Oui. Ça, c'est pas aussi dans son son à soi, le country, une sorte d'approbation aussi Oh. pour l'album? Effectivement. Là, on s'est rendu compte cette année que justement, à la disque, etc., tu sais, le country prend vraiment de plus en plus de place. Puis c'est le fun de voir ça, puis c'est le fun de sentir qu'il y a un vent de relève qui nous pousse dans le dos. Fait Ouais, que c'est avec très fun. le Gala Country, on va tenir les gens au courant. Évidemment, c'est Guylaine Tanguy qui l'anime en plus. Oui. Alors, on va passer une belle soirée, ça c'est sûr. Et là, il y a sur l'album, il y a 200 000 de la côte. Il y a un vidéoclip qui a été fait de votre duo. Et puis, je veux savoir quelle est peut-être la genèse de ce duo-là, de l'histoire de cette chanson-là. C'est-tu Laisse-moi googler Genèse. Genèse? Je te reviens avec une base de réponse. la barre de l'histoire? Vous avez été coloc? Qu'est-ce que c'est ça? Ben, Est-ce que- Mais la base de l'histoire, c'est un peu ça, la colocation, en fait, qu'on jamais ensemble. Donc, lui pratiquait ses chansons de chansonnier à l'époque et moi, je faisais des petits bacs vocaux. Je savais pas que je me magasinais une job à ce moment-là. Puis, il sortait pas encore ses projets à lui, ses compos étaient tous cachés un peu dans son ordinateur. Moi, j'avais déjà mon premier EP qui était sorti. Donc, je l'encourageais à sortir ça au grand jour. Puis, quand est venu le temps de faire son premier album, il m'a appelé pour me dire, on s'assoit, on écrit une chanson. Puis, c'est parti de mes légers retards, un petit 5 minutes par-ci, par-là. Et même tantôt, quand je me suis rendue chez vous pour la 100e fois, je me suis trompée de bord. J'arrivais de l'autre bord, fait que je cherchais ta maison. Je la voyais pas. Je suis passée 3 fois devant quelqu'un qui passait sa tondeuse, comme dans la chanson. 3 fois devant. Donc, on sait d'où ça part et ça continue à m'aller bien. Des petits retards. Des petits retards. OK. Les Ouais. 200 000 de la côte, on vous écoute dans un instant, mais je prends quand même le temps de préciser l'album Sans détour, ton EP aussi à titre solo lancé récemment, l'autre, Oui. qui est disponible sur les plateformes à surveiller, vos carrières aussi respectives. Puis on se laisse avec votre magnifique duo. Merci, Merci ça beaucoup, passe Alex. vite. Caroline, Oui, ça passe vite. Incroyable. À bientôt. À bientôt. Je vous remercie d'avoir été là. Vous pouvez réagir en tout temps sur nos réseaux sociaux également. Si vous voulez revoir certaines entrevues, certaines chroniques également, elles sont mises à votre disposition sur le portail YouTube. Je vous incite également à avoir un maximum de plaisir, à nous appuyer également à votre façon pour jouer au bingo avec nous. C'est tous les dimanches matins à 9h30. Et cette semaine, parce qu'on est le premier bingo du mois, 4 000 $ à gagner, dont 2 500 $ pour la carte pleine. Mon nom est Alex Trudel. Je vous dis à très bientôt. Au bord, la route, la pluie au visage, le temps se couvre et les heures qui passent, t'attendre encore ou prendre le large, t'es en retard et j'ai peur pour toi. J'ai compté les kilomètres, je me suis perdue en chemin sur une route tracée d'avance. J'ai passé 3 fois devant, je suis partie en retard. C'est fou comme rien n'a changé, j'ai pas reconnu le bord où on s'était enfoncé. Quand la nuit tombe, nos 2 âmes esselées sauront se retrouver ensemble à se raconter plein de souvenirs d'enfance, nos déboires et nos rires.
On s'est donné rendez-vous entre mes contrats et tes shows. Perdu quelque part à 200 000 de la côte. Dis-moi qu'est-ce qui se passe, m'aurais-tu oublié? Même le temps qui nous sépare fait penser à toi. Quand tu viens me rejoindre, je te garde jusqu'au matin. À peine le temps de te revoir, tu repars demain. J'ai pensé virer fort, je savais que je voudrais rester. J'ai dû aligner mon cœur à la croisée des chemins. Quand la nuit tombe, nos deux âmes esselées sauront se retrouver ensemble à se raconter plein de souvenirs d'enfance, nos déboires et nos rires. On s'est donné rendez-vous entre mes contrats et tes shows. Perdu quelque part à 200 000 d'accord. Quand la nuit tombe, nos deux âmes esselées sauront se retrouver ensemble à se raconter plein de souvenirs d'enfance, nos déboires et nos rires. On s'est donné rendez-vous entre mes contrats et tes shows. Perdu quelque part à 200 000 de la côte. Perdu quelque part à 200 000 de la côte.